Merci d'être là pour ce quatrième éco-dialogue de la semaine. Celui-ci sera consacré à tout ce qui relève de la santé et de l'environnement, santé, énergie, environnement, polluants, etc. Et pour ça, j'ai le plaisir d'inviter Michèle Rivasi, qui est avec nous. Alors, Michèle Rivasi, vous la connaissez bien sûr de nom. Très heureux, merci Michèle d'être ici sur le bassin de Thau. C'est bon sur le son? Ça va? Ok. Michèle, elle est formidable parce qu'elle a 4 qualités, Michèle. 4 talents. Le premier, c'est que déjà, c'est une scientifique. Il n'y a pas beaucoup de scientifiques dans le milieu des femmes et des hommes politiques. Donc, agrégée de biologie, tu sais donc de quoi tu parles, et je crois que c'est très très important dans les milieux dans lesquels tu milites actuellement. Alors la deuxième qualité, c'est que il y a aussi derrière une carrière politique, donc tu connais le monde politique, conseillère municipale, tu es conseillère régionale aussi, enfin tu as fait tout le cursus, députée de la Drôme, adjointe à un moment donné aussi à la ville de Valence, hein, je crois, et puis surtout députée européenne depuis maintenant 2009, et jusqu'à 2019 sur un deuxième mandat. Et puis alors la troisième qualité, c'est qu'elle connaît aussi très bien le monde associatif et a passé finalement une fondatrice aussi de tas de choses. Et fondatrice de la CRIRAD, cette commission d'information sur la radioactivité qui a été fondée, on en parlera peut-être, juste après Tchernobyl en 86. Ensuite, après, cofondation avec Corinne Lepage de Opal. Hein, et puis, fondation aussi de la CRIREM sur, cette fois-ci, les problèmes d'électromagnétisme. Alors ça fait 3, et puis la 4e, c'était une militante. Et c'est une militante persévérante depuis maintenant 30 ans, on va dire, peut-être un peu plus, mais encore, voilà. Et donc c'est 4 qualités qui sont assez rares, presque uniques dans le paysage français actuellement. Mais je voulais, pour commencer, que tu nous dises un petit peu qu'est-ce que c'est que le métier de député européen, parce que vu d'ici, ça paraît très loin, on ne comprend pas très bien. En plus, on peut dire que les institutions sont quand même assez compliquées entre le Conseil, la Commission, etc. On a eu ici le plaisir d'avoir également José Bové il y a 2 ans, et qui nous a un peu expliqué aussi quel était son rôle, et je voudrais que tu nous racontes assez concrètement aujourd'hui, qu'est-ce que fait un député européen? Est-ce qu'il a quelques moyens? Est-ce qu'il peut agir? À quoi il sert? Bonjour à toutes et à tous, et merci de cette invitation. En tout cas, moi, je suis très contente d'être ici parce que je ne connaissais pas bien votre région et je trouve que c'est extraordinaire. C'est pas complètement surbooké comme dans certaines régions de France, et je trouve vraiment... Et en plus, ce lieu, hein, ici, les Chais de Gérard, c'est ça? C'est un très beau lieu. Bon, alors, députée européenne, qu'est-ce que c'est? Écoutez, j'ai été députée de l'Assemblée nationale, j'ai été vice-présidente du Conseil général de la Drôme, j'ai été adjointe à la ville de Valence, et puis prof à l'IUFM aussi quand même, hein, où je formais des enseignants. Eh bien, députée européenne, je crois que j'ai jamais connu un boulot aussi terrible, aussi prenant, aussi influent, ça je vous dirais... il y a des choses sur lesquelles on peut vraiment agir et d'autres moins. Mais c'est quand même, pour vous donner un ordre d'idée, toutes les semaines, je pars le lundi, je reviens le jeudi soir. Je vis à Bruxelles, 3 semaines donc par mois, 1 semaine à Strasbourg parce qu'il y a tous les votes qui se font. Et mon mari qui est dans la salle, il me voit le vendredi, si je ne suis pas dans ma circo ailleurs, samedi, dimanche, et je suis repartie le lundi. Voilà, ça c'est concrètement la vie d'un député européen. Alors il y en a bien sûr qui ne vont pas, hein, bon. Mais
les écolos, ils sont hyper présents, même si c'est pas un groupe très important, ils sont hyper présents et souvent on gagne des votes parce qu'on est là au niveau des votes. Vous voyez, les choses, des fois, ça passe à une voix près. Bon. Sinon, ben, c'est travailler dans des commissions. Moi, je travaille dans la commission santé, environnement et consommateurs. Donc, c'est pour ça que je suis très, très axée sur la partie santé. Donc, tout ce qui est alimentation, tout ce qui est réglementation, on en parlera sur les pesticides, les perturbateurs endocriniens, c'est des luttes incroyables. Donc, il faut faire face aux lobbies, il faut convaincre les autres députés européens, il faut faire des stratégies. On est très stratège. C'est-à-dire, vous voyez, essayer de repérer dans l'hémicycle des députés européens qui sont des anciennes ministres de l'Environnement. Les femmes, souvent, vous voyez, sont très branchées environnement et santé. Donc je repère tout ça, même si elles sont de droite, ça n'a rien à voir à l'Europe. Être de droite en Suède et être de droite en France, c'est pas la même droite. Vous voyez, être de gauche au Portugal ou être de gauche en Roumanie, c'est pas la même gauche. Donc c'est les amendements, c'est l'idée que vous portez qui fait que les gens vont voter là-dessus. Vous voyez, c'est moins idéologiquement contrôlé qu'à l'Assemblée nationale française. C'est pas une histoire de gauche-droite, enfin ça existe la gauche et la droite, mais les frontières sont pas les mêmes. Et personne n'a la majorité. Donc si vous voulez faire passer vos amendements, ben, il faut trouver des compromis avec d'autres groupes politiques. Vous voyez, c'est assez différent d'un point de fonctionnement. Et moi, ça m'a fait beaucoup évoluer, parce que vous rentrez dans la tolérance et l'écoute de l'autre. Vous voyez, c'est pas la guerre dans l'hémicycle à l'Europe. Il faut essayer de rentrer dans la logique de l'autre pour que l'autre comprenne pourquoi vous avancez ça et qu'est-ce qu'il va falloir modifier dans votre amendement pour qu'il accepte. Donc vous êtes vraiment sur une politique de compromis. Ce qu'aimeraient beaucoup d'ailleurs les citoyens français, tu vois, parce qu'ils se disent, mais pourquoi vous n'arrivez pas à vous entendre? À l'Europe, on est obligé de s'entendre. Alors pas sur tous les groupes politiques, mais pour que ça passe, il faut au moins, vous voyez, que vous ayez les socialistes avec vous, que vous arrivez à convaincre certains libéraux et certains PPE qui sont les conservateurs. Donc, vous voyez, je travaille beaucoup là-dessus. Je travaille aussi sur tout ce qui est industrie, recherche, énergie. Donc, vous voyez, toutes les lois sur les directives sur la COP21, ça vient de l'Europe, sur, vous voyez, pousser à ce qu'il y ait des normes sur la pollution de l'air, on en parlera aussi, qui ne sont pas respectées. Mais enfin, vous voyez, tous ces textes qui protègent la santé des citoyens européens et qui boostent la protection du climat, souvent ça vient de l'Europe. Et puis en même temps, je suis à la délégation Afrique-Caraïbes-Pacifique. Donc là, je travaille sur quel type d'agriculture il faut développer, quel type de développement on doit faire par rapport aux pays africains, des Caraïbes-Pacifiques. Et là, je reviens, la semaine dernière, j'étais à Lampedusa pour voir tout le problème des migrants. Vous voyez, avec les bateaux qui accueillent tous ces gens qui sont dans des barques qui coulent, où on leur enlève le moteur pour qu'ils puissent plus... Enfin, c'est complètement dingue, hein, ce qui se passe. Et, vous voyez, on a cette possibilité d'aller voir concrètement la situation et voir comment on peut l'améliorer, etc., etc. Donc, c'est un boulot où vous traversez le monde, parce qu'on peut aller où on veut. Ça, c'est extraordinaire pour ça. Voir les problèmes qui se posent et essayer de trouver des solutions, alors sur le plan européen et international, puisqu'il y a beaucoup de subventions européennes qui sont données dans différents pays pour les aider à se développer. Alors on a plus ou moins réussi, la preuve, c'est qu'il y a des migrants économiques maintenant de partout, mais ils vont à l'Europe. Parce que l'Europe a toujours un rôle hyper attractif par rapport à des pays où il y a la guerre, où il y a la sécheresse, où le changement climatique se fait sentir et où il n'y a plus d'espoir. Voilà, grosso modo. Est-ce que tu peux nous rappeler, un tout petit peu de pédagogie peut-être, parce que c'est complexe, nous rappeler un peu comment ça marche. Par exemple, on est toujours un peu étonné de savoir qu'une directive européenne, finalement, c'est supérieur à la loi française. Alors, c'est quand même extraordinairement important, notamment en matière d'environnement, puisqu'une très grande partie de notre législation vient de l'Europe. Voilà, comment ça roule et comment, quelque part, ça influe finalement tout à fait nos vies de tous les jours. Alors, ce qui se passe, quand je vous dis qu'on vote à Strasbourg, on vote soit des directives, soit des règlements. Si c'est une directive, ça touche donc les 28 États membres, maintenant 27, puisqu'il y a eu le Brexit. Et chaque pays doit transposer sa directive dans son droit national. Elle peut être toujours plus,
Non, plus dur, mais jamais plus laxiste. Vous voyez, la directive, elle donne des orientations et chaque pays doit les transposer. Si c'est un règlement, par exemple la réglementation REACH, vous savez, sur les produits toxiques chimiques, c'est applicable de suite dans tous les États au même moment. Comment se fait une directive? Vous voyez, il y a 3 pôles au niveau de l'Europe. Il y a la Commission européenne, qui est l'exécutif en quelque sorte. Vous avez les États membres, les 27 États membres, qui disent, ben voilà, on veut travailler sur cette directive. La Commission élabore la directive et ensuite le Parlement européen fait comme tous les parlements, c'est-à-dire propose des amendements, enrichit ou enlève certains amendements proposés par la Commission. Et ensuite, quand on a voté au niveau du Parlement européen, il y a ce qu'on appelle un trilogue, c'est-à-dire il y a les États, et notamment la présidence de l'État, en ce moment c'est la Slovaquie, il y a la Commission et il y a le rapporteur de la loi, et là c'est un rapport de force énorme pour que, vous voyez, on ait une législation qui va s'appliquer dans tous les États membres. Et c'est là où les lobbies jouent leur jeu, vous voyez, pour faire en sorte à ce que ça soit bénéficiaire aux lobbies, alors que nous, les députés européens, on est pour que ça soit profitable pour les citoyens européens. Donc vous voyez, il y a des logiques assez différentes. Et les États membres font en sorte à sauvegarder leur industrie dans leur pays. Vous voyez, quand c'est la France, le nucléaire, alors là, vous voyez, ils sont prêts à tout pour sauvegarder le nucléaire. Quand on est en Allemagne, ils sont beaucoup plus sur l'industrie chimique. Quand on est dans d'autres pays, vous voyez, donc après, chaque État joue. Mais comme ils sont 27, ben, ils sont obligés, eux aussi, de trouver un compromis. Donc, comme tu disais, 80% des lois françaises qui touchent à l'environnement sont en fait des transpositions de directives européennes. Donc tout ce qui est directive sur l'air, tout ce qui est directive sur l'eau, tout ce qui est directive sur les produits chimiques, c'est toutes des directives qui viennent de l'Europe. Tout ce qui est aussi orientation, je dirais, énergétique, c'est des orientations européennes. Vous voyez, les 3 fois 20, c'est-à-dire qu'il faut réduire de 20% les gaz à effet de serre, il faut augmenter de 20% les énergies renouvelables, il faut augmenter de 20% l'efficacité énergétique de 2008, c'était une directive européenne. Et les États doivent s'y conformer, sinon il y a des, je dirais, des amendes européennes qui leur sont données. Voilà. Alors, on va balayer quelques exemples. On va commencer par l'air. Et par ces problèmes qu'on a vus notamment avec Volkswagen, le non-respect ou le trucage justement de l'ensemble de ces normes européennes. Comment ça a été vécu au niveau de la Commission? Comment l'Europe a réagi? On a vu que les Allemands finalement avaient essayé d'eux. Quelque chose d'un petit peu étonnant, c'est qu'on voit que Volkswagen est maintenant extrêmement pénalisé aux États-Unis par une amende record absolument incroyable, et on a l'impression qu'il ne se passe pas du tout la même chose sur le plan européen. Pourquoi et quels moyens d'action a-t-on sur cette question-là quand on est député européen? Alors, c'est une longue histoire, comme on peut dire. Il y a eu une directive européenne de 2007 qui, pour protéger la pollution de l'air, donc notre santé, puisque c'est très lié à notre santé, avait établi des normes sur notamment l'oxyde d'azote. Mais vous avez des normes sur les particules fines, vous avez des normes même sur le CO2, et vous avez même des normes sur la consommation. Bon. Et là-dessus, 2007, directive, donc quand une directive est votée, c'est avec l'accord quand même des industriels, il ne faut pas l'oublier. Bon. C'est-à-dire qu'ils se disent, on aura les moyens techniques pour, vous voyez, correspondre à ces normes. Et là, qui joue un rôle très important, c'est les Allemands. Les Français aussi. Les Anglais. Le reste, bon, il n'y a pas de grosse industrie automobile dans d'autres pays européens. Donc s'il y a l'accord au moins de ces 3 pays, la directive doit être appliquée. Mais là-dessus, Volkswagen voulait s'introduire sur le marché américain. Parce que le marché américain, si vous voulez, ils ont des normes. Alors c'est très curieux, parce que les Américains en général, sur la pollution de l'air, ils ne sont pas terribles. Mais alors là, ils ont des normes sur l'oxyde d'azote qui sont draconiennes, parce qu'ils n'emploient pas non plus de diesel. Vous voyez, les Américains. Mais les Allemands ont voulu s'introduire sur le marché américain. Et depuis
on entendait ça depuis 2010, les associations commençaient à dire tout ce que dit Volkswagen, mais d'autres aussi, en fait, ils font de l'autocontrôle sur la validation de leurs normes. C'est-à-dire que c'est Volkswagen qui homologuait ses voitures pour dire, vous voyez, on respecte tant sur l'oxyde d'azote, tant sur les particules fines, etc. Donc c'est de l'autocontrôle. Et plusieurs fois, on était en alerte là-dessus. Mais là, comme c'est les Américains, et que les Américains voyaient d'un très mauvais œil, en fait, que Volkswagen s'est introduit sur le marché américain, il y a eu des associations qui ont dit, eh bien, on va faire les mesures sur place avec leur voiture. Et venant, parce que si c'était en Europe, l'information ne serait pas sortie, je vous signale. Mais comme c'est sorti par les États-Unis en disant, regardez, on a fait des tests en grandeur réelle sur les voitures de Volkswagen, elles ne respectaient pas les normes sur l'oxyde d'azote, et surtout, on a trouvé un logiciel frauduleux qui diminuait, vous voyez, l'émanation en fait de ces gaz. Alors là, ça fait un pataquès pas possible en Europe, parce que c'est venu des États-Unis, et Volkswagen a commencé à dire, mais il n'y a pas de logiciel frauduleux. Et puis les Américains ont dit, si, il y a un logiciel qui fait en sorte qu'à certaines, mettons à 70 km/h, eh bien, ça diminue, vous voyez, les émissions d'oxyde d'azote. Enfin, c'est incroyable, ce logiciel, c'était vraiment un logiciel frauduleux. Et puis, il y a des gens qui ont commencé à parler à Volkswagen en disant qu'on était au courant, etc., etc. Et alors, nous, quand on a vu ça, les députés européens, on s'est dit, la directive de 2007 n'est pas respectée. Et est-ce que, si Volkswagen fait ça, est-ce que nous, Peugeot, PSA, nanani, nanana, est-ce qu'ils respectent également? Et on a demandé une commission d'enquête. Qui décide la commission d'enquête? Les coprésidents de tous les partis politiques. Alors là, je ne vous dis pas que quand il y avait le coprésident allemand, il ne voulait absolument pas de commission d'enquête. Parce que là, après, il joue, vous voyez. Mais heureusement qu'il y a d'autres coprésidents qui représentent d'autres pays, et on a obtenu la commission d'enquête. Et quand on a une commission d'enquête, eh ben, on auditionne, vous voyez, le directeur de Volkswagen, mais on a auditionné aussi PSA, on a auditionné, et on s'est aperçu que pratiquement tous les constructeurs automobiles truandaient leurs résultats. Alors, pas forcément des logiciels pour Volkswagen, mais comme c'est eux qui pratiquent l'autocontrôle, eh ben, sur l'oxyde d'azote, aucun ne respectait, si ce n'est Toyota. C'est assez curieux, mais Toyota est quand même l'industrie automobile qui respectait le plus par rapport à ce qu'ils annonçaient. Mais tous les autres, ils étaient à 60% de plus, des fois 40%. Alors quand vous achetez une voiture en disant « Ah ben, elle émet peu de CO2, donc ça c'est bien pour l'environnement », eh ben, il fallait multiplier au moins d'un facteur 2 ou 3. Quand vous dites « Ah mais c'est super, il y a peu de particules fines », ah non, ben oui, il fallait le multiplier par 2 ou 3. Et sur la consommation même d'essence, mais il truandaient. Et alors là, maintenant, on a demandé une homologation par un organisme indépendant, mais en situation réelle, alors qu'ils étaient malins. Ils faisaient en situation du constructeur, donc ils gonflaient les pneus. Et quand vous gonflez les pneus, ben vous voyez, vous avez un meilleur rendement que si les pneus ne sont pas gonflés. Ou ils le faisaient à une allure qui fait que là, on consomme moins. Donc pour tout vous dire, la pollution de l'air avec les normes, que ce soit sur les voitures, que ce soit sur les quotas d'émissions par pays, ben ça c'est l'Europe qui les édicte avec bien sûr les parlementaires européens et en accord avec les États pour faire en sorte à ce qu'il y ait une meilleure santé. Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer la pollution de l'air avec les particules fines et l'oxyde d'azote. Vous voyez, en France, ça représente 47 000 morts prématurés. Sur l'ensemble de l'Europe, c'est 540 000 morts. Et quand il y a eu des évaluations financières, c'est l'ordre de 1400 milliards d'euros par an. Vous voyez, sur l'ensemble de l'Europe. Donc vous voyez bien que plus on va diminuer la pollution de l'air, plus on va gagner d'un point de vue sanitaire. Donc c'est des enjeux très importants. Et heureusement que c'est le plan européen, parce que si on le faisait seulement sur l'Allemagne ou la France, eh bien, il y aurait le niet absolu. Et vous voyez que là, l'Europe apporte plus sur la protection de la santé des gens. Parce que les Roumains, les Polonais, les Slovènes, les Slovaques, etc., eux, ils n'ont pas d'industrie automobile. Donc eux, ils disent, nous, on veut protéger la santé des gens. Et vous voyez que ça peut jouer dans les deux sens. Et là, c'est un sens, à partir du moment où les contrôles sont faits. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu
que l'Europe, avec sa puissance quand même financière, etc., n'ait pas la capacité de monter un organisme de contrôle indépendant qui va venir vérifier l'ensemble des normes. Pourquoi redonne-t-on aux industriels l'autocontrôle? L'autocontrôle dans le cas de l'automobile, mais parce que c'est pareil également sur les appareils ménagers, etc. C'est-à-dire qu'on est sur une espèce de contrôle a posteriori, sauf qu'il n'est pas fait. Et souvent il est truandé. Par exemple, effectivement, dans le domaine de l'automobile, quand vous avez vous remarquez que vous avez toujours un différentiel assez fort entre la consommation qui est indiquée en petites lettres, si vous voulez, en cyclomix, etc. Tout simplement parce que le véhicule, il est mis dans un hangar, il n'est pas au soleil, il n'y a pas la clim, on l'enlève, etc., etc. Donc il y a plein de choses qui vont jouer à peu près sur 15 à 20% de la consommation par rapport à la consommation réelle. Comment ça se fait que l'Europe n'acquiert pas plus de crédibilité avec un organisme de contrôle? Alors, ça c'est une vraie question. Il y a plus de 24 agences européennes. Vous voyez, tout à l'heure je vous parlerai de l'EFSA, qui est l'Agence européenne de sécurité alimentaire. Vous avez l'ECA, qui est l'agence qui regarde toutes les molécules chimiques qui sortent au niveau des industriels. Mais c'est plutôt des agences qui ont des experts pour voir le côté toxique ou pas, vous voyez, de certaines molécules. La partie contrôle, c'est les États membres qui sont responsables. C'est-à-dire que l'Europe donne des directives ou des règlements, et c'est aux États membres à contrôler si c'est respecté ou pas. Alors, il y a des fois double contrôle. Il y a d'une part, et c'est ça qu'on critique nous, que c'est l'industriel qui s'autocontrôle, et vous connaissez EDF, hein, vous connaissez le CEA, Areva, avec l'histoire où on en est à l'heure actuelle, ou de l'industrie chimique, on l'a vu à Toulouse, enfin, etc. Donc nous, l'autocontrôle, pourquoi pas, mais il faut absolument que ça soit contrôlé par un organisme national crédible. Bon. Et là, après, c'est des moyens financiers. Et que font souvent les gouvernements? Ils limitent le nombre d'inspecteurs. Regardez, on a sur, par exemple, l'inspection du travail avec l'histoire de la directive sur les travailleurs détachés. Vous avez entendu parler de cette directive où les Polonais, les Roumains, les Bulgares, ils viennent travailler en France avec normalement le même salaire que les Français, sauf qu'ils ne payent pas les mêmes charges sociales, c'est les charges sociales de leur pays. Eh bien, dans tous les gros travaux, que ce soit ITER à Cadarache, Flamanville, l'EPR, ou même les travaux de BTP, eh bien, les mecs, ils ne sont pas payés au SMIC, ils sont payés 400 €. Et ça, pourquoi nous, on râle là-dessus? Parce qu'il n'y a pas assez d'inspecteurs du travail pour aller contrôler si les mecs sont bien payés au SMIC ou plus que le SMIC, suivant leur... Donc, il y a un manque de contrôle. Et c'était sous Sarkozy qu'ils avaient diminué le manque de contrôle. Et là, nous, on a râlé sous François Hollande en disant il faut augmenter, parce que ça, c'est de la responsabilité des États membres. Alors, ce qu'on aurait aimé, nous, les écolos, là, sur le plan européen, mais d'autres, c'est qu'il y ait aussi une structure européenne qui contrôle si les contrôles dans chaque État sont bien faits. Mais vous voyez que vous multipliez les étages. À un moment, il faut bien avoir une certaine confiance. Mais quand il y a moins de moyens financiers, eh ben, on limite sur les inspecteurs. Alors, ça c'est sur l'air, on a commencé à balayer un petit peu. Comme tu es sur tous les bons, parlons un petit peu maintenant du glyphosate. Voilà. Et de ce grand, là aussi, essayer de nous éclairer un petit peu sur ce qui est l'actualité par rapport à ce produit chimique. Alors, le glyphosate, vous savez, c'est ce pesticide qu'on met dans un produit que vous connaissez tous, qui est le Roundup. Hein, si vous êtes agriculteur, jardinier, tout ça, pour enlever les herbes, ben, vous utilisez du Roundup. Et ce Roundup contient, alors j'espère que non d'ailleurs, enfin, beaucoup l'utilisent. Et qui fabrique le Roundup, c'est Monsanto, qui en même temps fait des OGM, qui sont résistants au Roundup. Donc eux, c'est le jackpot. Ils vous vendent du maïs génétiquement modifié, ou du colza, ou ce que vous voulez, qui est tolérant au Roundup, et en même temps, ils vous vendent du Roundup, donc, oui, qui permet d'éliminer. Parce que c'est ça les OGM, hein, les OGM vous font accepter le Roundup, quoi. Voilà. Ou alors c'est carrément des OGM, organismes génétiquement modifiés, qui fabriquent des pesticides.
voyez, il y a deux types de gel. Bon. Ce glyphosate, donc qui est un herbicide, il fallait renouveler sa licence en juin 2016. Et pour ça, il y a eu l'EFSA qui a fait des études pour savoir s'il fallait renouveler. Alors donc, ils voulaient renouveler pour 15 ans. Or, quand ils donnent leur label en disant c'est pas cancérigène, parce que si c'est cancérigène, il y a une réglementation européenne qui dit il faut l'enlever, hein, il faut l'interdire, parce que tout ce qui est cancérigène, mutagène, reprotoxique, vous voyez, qui joue sur la reproduction, c'est à éliminer. Ça, c'est la réglementation REACH européenne. Donc, si le glyphosate était cancérigène, il fallait ne plus renouveler cette substance. Donc, l'Europe, à qui elle demande de faire des études? À Monsanto, qui fait des études et qui dit c'est pas cancérigène. Et là-dessus, l'EFSA dit eh ben c'est pas cancérigène. Et puis on a le cirque à Lyon, qui est une émanation de l'Organisation mondiale de la santé, qui est le Centre international de recherche sur le cancer, qui lui regarde 1500 études qui ont été faites sur le monde entier, publiées. Et ils disent ah ben écoutez, il y a des études qui sont faites sur le rat et qui montrent que c'est un produit cancérigène. Et donc, à partir du moment où il est cancérigène, il parle de cancérigène probable, il faut l'éliminer dans les années qui suivent, et donc il ne faut pas renouveler la licence du glyphosate. Donc, alors nous on dit, mais c'est pas possible, les députés européens, on dit, d'un côté, le cirque dit, alors l'OMS, on ne peut pas dire que c'est écolo, hein, bon, c'est cancérigène, et de l'autre côté, l'EFSA, on leur dit, mais sur quelle base vous avez fait ces études? Eh bien, la base des études, mais est-ce qu'elles sont publiées? Ah non, c'est confidentiel, c'est Monsanto qui a fait les études. Alors là, ça a été le pataquès au niveau du Parlement européen. Et là, j'ai même vu, vous voyez, des députés européens très conservateurs, très pour, vous voyez, les pesticides, etc., qui ont dit, mais c'est pas tenable. Vous ne pouvez pas donner un avis si les études ne sont pas publiées. Alors là-dessus, mobilisation, c'est pour ça que les pétitions, il faut les signer, Jocelyne. Mobilisation de la société civile, tous les États complètement emmerdés, parce qu'ils voulaient donner le feu vert au glyphosate, mais il y a une telle mobilisation que les États commencent à se dire « Ouh là là, on ne va pas donner le quitus », vous voyez, parce qu'après, c'est les États membres qui décident. Et il faut une majorité qualifiée. Donc, grosso modo, il faut plus de la moitié des États qui représentent 55% de la population européenne. Et là, pas de majorité qualifiée pour donner le feu vert pour le glyphosate. Donc, quand il y a un cas comme ça, la Commission refait une proposition. La Commission refait une proposition, toujours pas de majorité qualifiée. Alors là, la Commission, elle s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ils ont dit, bon, ben à ce moment-là, on va autoriser que pour 18 mois, et on va demander à une autre agence de faire une évaluation sanitaire. Alors, voilà où on en est. C'est-à-dire que je vous signale que dans 18 mois, alors maintenant un peu moins, donc ça va faire 14 mois, eh bien, on saura si la nouvelle agence, l'ECA, d'ailleurs, une agence qui est à Stockholm, va refaire une étude pour savoir si c'est cancérigène ou pas. Donc, ça vous montre quand même que, moi, les agences comme l'EFSA, je suis allée les voir, ils sont à part, entourés de l'industrie agroalimentaire. Je leur ai dit, mais quand vous faites une étude, si vous ne publiez pas les résultats, moi, en tant que scientifique, ça n'a aucune valeur, à votre avis. Il faut qu'on puisse donner à d'autres scientifiques indépendants le fait de voir ou pas. Alors, vous savez ce qu'ils me répondent? Ah oui, madame Rivasi, vous pouvez le faire. C'est dans un bureau, vous avez 20 minutes pour regarder les documents. Pas le droit d'avoir un portable, pas le droit d'avoir un papier. Pas le... Je dis, vous foutez la gueule de qui? Enfin, vous vous rendez compte? Alors, on a interpellé le commissaire de la santé en disant, monsieur le commissaire de la santé, est-ce que vous avez accès aux études? Il dit non, je peux aller que dans un bureau, soit en Allemagne, soit en Italie, pour essayer de voir ça. Donc ça, c'est la guerre en ce moment. Vraiment, il y a une guerre de principe, de transparence. Et là, on a un levier, nous, les députés européens, c'est de plus subventionner l'EFSA. On leur a dit, vous avez fait ça, et bien pendant 6 mois, vous n'avez plus un rond de l'Europe. Alors s'ils n'ont plus d'argent de l'Europe, ils sont complètement coincés. Et ils sont obligés, vous voyez, de changer leur façon de procéder. C'est le moyen qu'on a. Alors, on a des moyens, vous voyez, les députés européens, mais alors il faut être... On est redoutable, hein. On regarde, on analyse, on engueule le commissaire, on l'avait invité à notre groupe en disant, mais... Parce que les assos aussi font un boulot incroyable sur le plan européen.
elles avaient déjà commencé à saisir la Cour de justice européenne en disant « c'est pas normal qu'on n'ait pas accès aux études ». La Cour de justice leur avait donné raison. Il y avait Greenpeace et puis il y avait le comité européen de sécurité sanitaire. Eh bien, la Cour de justice européenne donne raison pour avoir accès aux mesures. Eh bien, qui fait appel? La Commission européenne, pour ne pas leur donner les trucs. Donc, vous voyez, c'est pour vous dire que c'est toujours un rapport de force. Il faut être là à se bagarrer. Intéressant dans ce que tu dis, c'est que, si j'ai bien compris, à un moment donné, les signatures des gens ont joué. Et je crois que c'est intéressant de savoir que, bon, je signe des tas de trucs, quoi, puis on se dit, bon, à quoi ça sert? Ça sert vraiment, c'est fort, à un moment donné dans le rapport de force, ça fait peur. Et ça fait peur aux États membres. À partir de combien? Il faut quoi? Il faut 1 million, 2 millions, 3 millions? Au moins, non mais je vous assure qu'on est entre 500 000 et 1 million. Vous voyez Ségolène, parce que c'est Ségolène qui a représenté la France, ce service, merde. Au début, elle dit, je vais voter, je vais m'abstenir. Il y a eu une telle pression qu'elle a dit, bon, je vais voter contre. Bon. Et alors, à un moment, elle s'est fait engueuler parce qu'elle dit, j'ai voté contre, puis nous, on vérifie. Puis on dit, tu n'as pas voté contre, tu t'es abstenu. Ah, mais s'abstenir et voter contre, c'est pareil. Ah non, c'est pas pareil. Et la deuxième fois, elle a vraiment voté contre. Parce que vous voyez, comme c'est pas passé, c'était revenu au niveau des États membres. Mais il faut les suivre. Mais on est là, vous voyez, parce que les députés européens, alors ça, on ne travaille pas tout seul. Moi, d'abord, j'ai 5 assistants parlementaires. Vous voyez, on a plus de moyens qu'un député de l'Assemblée nationale. Et surtout, c'est qu'on travaille en réseau, vous voyez, avec plein d'ONG. Donc, s'il y en a un qui n'a pas vu un truc, l'autre l'a vu, et on est tout un groupe de députés, vraiment, serrer de près, quoi. Ça te permet d'avoir un bureau de contrôle de Ségolène. Oui. Alors, avec Serge Rader et puis une juriste qui s'appelle Marie-Odile Berthella-Geoffroy, tu viens de publier un livre qui s'appelle Le racket des laboratoires pharmaceutiques. Alors, le racket en noir et tout, mais il y a quand même 10 milliards d'euros d'économie, et il y a quand même un souci qui est et comment s'en sortir. J'ai lu un petit peu le livre, c'est complètement étonnant. On peut dire, c'est complètement dingue. On est sur des pourcentages de médicaments qui effectivement servent à quelque chose dans les 10 dernières années, qui est extrêmement faible, etc. Ils te poursuivent, les laboratoires. Comment ça? Tu ne dois pas être tout à fait en ordre de sainteté avec l'ensemble de ces laboratoires. Qu'est-ce qu'il y a de plus important, à ton avis, en ce moment, par rapport à ces questions-là de médicaments? Mais, si vous voulez, sur la santé, c'est vrai que là, je suis sur la liste noire des laboratoires pharmaceutiques. Mais je suis contente parce que j'ai vraiment, avec d'autres, on n'est jamais tout seul, fait avancer le schmilblick. Vous voyez, les labos, à une époque, les laboratoires pharmaceutiques ont vraiment eu une valeur ajoutée pour nous soigner. Vous voyez, que ce soit tous les antibiotiques, etc., c'était, vous voyez, avant les années 80. Et puis, dans les années 80-90, il y a eu moins d'innovation. Alors, ils ont inventé ce qu'on appelle les MeToo. C'est-à-dire, c'était des médicaments, vous voyez, sur le cholestérol, par exemple, qui étaient très voisins, mais ils déposaient un brevet. Donc, quand ils déposent un brevet, c'est le labo qui a le monopole pendant 20 ans. Et après 20 ans, on fait ce qu'on appelle les génériques, c'est-à-dire d'autres laboratoires peuvent fabriquer la même molécule. Et puis, ils ont commencé à vouloir faire du chiffre d'affaires. Donc, les médicaments qui marchaient bien en Europe, vous voyez, tout ce qui est hypertension, tout ce qui est obésité, rappelez-vous les laboratoires Servier, avec le Mediator, c'était pas par rapport au diabète, c'était par rapport à l'obésité, parce qu'il y a un marché, bon. Que ce soit le cholestérol, que ce soit, vous voyez, toutes ces maladies qui sont... où d'abord on diminue les seuils pour que vraiment vous soyez malade, bon. Eh bien, on multiplie les mêmes médicaments, mais très voisins, en changeant un petit quelque chose. Et après, vous avez ce brevet. Et même certains laboratoires pharmaceutiques, dont Servier, dont Sanofi, payaient les laboratoires génériques au bout de 20 ans pour pas qu'ils sortent leur générique. Parce que le générique, grosso modo, si vous voulez, si un médicament est vendu, mettons, je vous dis, 100 €, le générique, il est à 5 €.
Et donc, ils se disaient, c'est une perte énorme pour nous. Et donc, ils payaient le laboratoire générique pour pas qu'il sorte son médicament. Et ça, c'est l'Europe qui a attaqué Sanofi, qui a attaqué Servier, qui a attaqué GSK, tous les gros laboratoires pharmaceutiques. Mais là où il y a eu scandale, et moi je l'ai vécu de près à l'Europe, c'est quand il y a eu le Sovaldi, qui est le médicament pour l'hépatite C. Vous savez que Sovaldi, c'est un médicament qui sort par un laboratoire américain qui s'appelle Gilead et qui soigne vraiment l'hépatite C. Bon. Donc ça, très bien. Sauf que, qui décide le prix du médicament? C'est chaque État membre qui décide le prix du médicament. C'est pas l'Europe. Ils sont venus en France et ils ont dit, ben voilà, le Sovaldi, si vous voulez qu'on soigne les gens, eh ben ça sera 46 000 € le traitement pour 6 semaines. On a 200 000 personnes qui ont l'hépatite C. Donc ça faisait des milliards. Et donc on ne peut pas, si vous voulez, avoir l'accès pour tous à ce médicament. Alors Marisol Touraine a dit, ah ben 46 000, ça fait beaucoup. Nous, ce qu'on vous propose, c'est 41 000. Donc maintenant, on est à 41 000. Et si on dépasse 800 millions d'euros par an, vous, le labo, vous nous ferez une petite ristourne. Sauf que c'était 41 000 € pour la France. Mais les Allemands, au début, c'était 46 000 €. Et après, 30 000 €. Les Anglais, c'était de l'ordre de 24 000 €. Et puis, il y a des pays qui ont dit, mais c'est complètement dingue. Et qui ont dit, ben nous on refuse le brevet, parce qu'il y a la possibilité de refuser le brevet, c'est ce qu'on appelle la licence obligatoire, et de faire fabriquer cette même molécule par d'autres labos. 100 €. Alors on est dans le monde, avec nous, qu'on a des moyens financiers, 41 000 €, mais on ne peut pas soigner tout le monde. Donc Marisol Touraine a dit, ben, on ne soigne que la phase 3, vous voyez, la phase, vous n'avez plus beaucoup d'espoir, non? Et d'autres pays, eh ben c'est 100 € parce qu'ils disent, nous on refuse le brevet. Et c'est là où il y a eu un gros débat sur le plan européen, disant, regardez, autant les labos pendant un moment ont vraiment été, c'est ce que je vous dis, très innovants, autant maintenant quand ils disposent d'une molécule, c'est eux qui décident le prix du médicament. Alors, moi Marisol, je lui ai dit, mais Marisol, tu as une bombe atomique entre tes mains, utilise la licence obligatoire, la Turquie l'a utilisée, d'autres pays, l'Égypte l'a utilisée, etc. Fais fabriquer la molécule par d'autres labos. Elle dit, oh non, 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 c'est pas possible, je veux mettre tous les laboratoires pharmaceutiques à dos. Mais alors, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut si on veut soigner, parce qu'aujourd'hui c'est le Sovaldi, mais demain c'est un autre médicament sur le cancer, et regardez le Glivec, c'est à plus de 6 000 €. Regardez, il y a d'autres médicaments, c'est à plus de 10 000 € la molécule. Donc, plus ça va, plus les laboratoires pharmaceutiques, et vous l'avez dans le bouquin, se font, vous voyez, s'il y a des actions à avoir, maintenant, prenez-les dans les laboratoires pharmaceutiques, hein. C'est eux qui se font un bénéfice dingue, et ils redistribuent 60% de leurs dividendes aux actionnaires. Et donc, ils n'investissent plus dans la recherche et développement. Alors, un, ils investissent plus, deux, ils délocalisent, trois, ils licencient. Regardez, Sanofi, qui a licencié à Montpellier, qui a licencié à Toulouse, parce que la recherche et développement, maintenant, ils préfèrent payer des gens en Inde, mais plus chez nous. Et alors, le CEPS, qui est l'organisme, le comité économique des produits de la santé, qui est l'organisme qui fixe le prix du médicament, ils font du chantage au labo en disant, mais si on vous le rembourse cher, surtout, vous ne licenciez pas nos personnes en France. Sauf qu'ils sont en train de les licencier maintenant. Donc c'est pour ça que c'est une bagarre incroyable au niveau des médicaments, de la fixation du prix du médicament. Et j'ai pu le voir parce que j'ai comparé ce qui se passait en Italie, en Espagne, etc. C'est pas le même prix, c'est le même médicament. Pourquoi les députés européens ne pourraient pas fixer un prix le même pour chaque pays? Pourquoi c'est différent d'un pays à un autre? Parce que ça dépend du PIB. Si vous voulez, par exemple, les Roumains, sur le prix, par exemple, nous, on a un médicament qui nous est vendu 20 €, et bien, en Roumanie, c'est vendu 5 €. Mais l'Allemagne, bien sûr, l'Allemagne, la France, l'Angleterre, l'Italie, on est sur le même PIB. Mais alors, pourquoi ils ne veulent pas le faire? Parce qu'ils veulent garder la fixation du prix par État. Parce qu'au niveau de l'Europe, nous, j'ai fait plein de plénières, de colloques à Bruxelles. Ce que j'avais proposé à la France, j'ai dit, mais associez-vous à l'Angleterre, à l'Allemagne,
Vous voyez, on aurait fait l'Italie, l'Espagne, et à ce moment-là, parce que la France est un très gros consommateur de médicaments, hein, je vous signale, on est les top du top, moi. Bon. Et à ce moment-là, on peut faire un chantage au labo en disant, nous, on estime que le prix du médicament, mettons, c'est 1 000 € et pas 41 000 €. Et si vous n'acceptez pas ça, on ne vous achète pas de médicaments. Et comme les labos, ils ont besoin de les vendre, les médicaments, ben, vous voyez, on peut faire pression. Alors que là, chaque État veut garder, vous voyez, sa souveraineté pour décider, et le fait de faire un chantage, le fait de placer ces gens, parce que alors là, je vous fais de la politique dégueulasse, mais pourquoi il y a un tel lien entre les politiques et les labos? C'est que demain, si je ne suis plus élu député, eh ben, je serai directeur commercial de Sanofi. J'ai fait l'étude là, mais c'est incroyable, il faut tirer les fils. J'ai regardé tous les ministres de la Santé. Vous voyez, depuis Claude Évin. Claude Évin, il s'est fait financer sa campagne législative par les laboratoires pharmaceutiques Fabre. À l'époque, c'était autorisé, vous savez, il n'y avait pas le... Après Claude Évin, il est parti, il est à l'ARS, hein, vous savez, l'agence régionale de la santé. Et il fait un cabinet de conseil pour indiquer au labo comment il faut obtenir l'autorisation de mise sur le marché. Vous trouvez ça normal? Non, ça c'est Claude Évin. Après, Bachelot, vous vous rappelez Bachelot, hein, la grippe H1N1. Bon. Mais Bachelot provenait des laboratoires pharmaceutiques. Après, Barzac, vous vous rappelez Barzac, Tchernobyl? Elle était ministre de la Santé de Tchernobyl. Eh bien, quand elle n'a plus été ministre de la Santé, elle est partie directrice de la fondation GSK. Vous regarderez dans le bouquin, tous les ministres, soit ils sont issus des laboratoires pharmaceutiques, soit ils vont vers les laboratoires pharmaceutiques. Ce qui fait qu'avec leur carnet d'adresses, eh bien, et Cahuzac c'est le pompon, lui, hein, bon. Eh bien, ils vont aider les laboratoires pharmaceutiques pour avoir des autorisations de mise sur le marché les plus rapides, pour avoir les prix des médicaments les mieux remboursés, et pour nous empoisonner, parce qu'après, il y a tout le problème des études cliniques. Et quand vous voyez qu'on nous disait pour les vaccins, alors je me suis fait aussi des avis sur les vaccins, parce que je trouve qu'on vaccine trop. Bon, je ne suis pas anti-vaccin, mais je trouve qu'on vaccine vraiment trop. Il y a plein de vaccins où on a vu que les essais cliniques montraient qu'il y avait des morts. Eh bien, ça a été caché. Ah non, mais quand vous voyez ça, bien sûr. Alors c'est sûr que je n'ai pas que les copains, mais quand c'est sur le prix du médicament et que les gens maintenant ne peuvent plus payer la sécurité sociale, parce que vous voyez la sécu, il y a un budget, mais quand on dépasse le budget parce que les médicaments sont trop chers, ça veut dire qu'il n'y a plus d'accès pour tous aux médicaments. Et si ça joue pour la France, ça joue pour l'Espagne, l'Italie, etc. Donc il faut se bagarrer là-dessus. Puis il y a plein de médicaments inutiles. Et oui. L'innovation sur les médicaments, elle est de plus en plus faible parce que je vous dis, ils n'investissent plus dans la recherche et développement. Voilà. Oui, j'ai appris dans ton livre qu'on appelait ça les MeToo. Oui. Les MeToo. Alors MeToo, pour moi aussi, en anglais, les MeToo, c'est moi aussi je veux ma part de marché. Ça, voilà. On va passer à un autre sujet d'indignation sur lequel tu as dû te faire aussi quelques années, les oreilles vont siffler. Tu as écrit avec deux autres un petit livre qui s'appelle, en 2009, qui s'appelle Survivre à ça, c'est-à-dire survivre au téléphone mobile et au réseau sans fil. Là, je sens que il va y avoir de l'intérêt dans l'assistance. Où est-ce qu'on en est par rapport à ça? Est-ce que nos téléphones mobiles sont dangereux? Est-ce que je peux survivre avec ça? Toi avec le tien, est-ce que tu survis? Avec tous ceux qu'on a dans nos poches? Et où est-ce qu'on en est de cette problématique des ondes électromagnétiques, notamment avec évidemment le développement des fréquences, des surfréquences et des puissances liées aux antennes? Alors là, c'est un autre lobby. Lobby des opérateurs téléphoniques mobiles. Alors, j'avais été sensibilisée quand j'ai été députée à l'Assemblée nationale. Et on avait fait un groupe, d'ailleurs, avec plusieurs groupes politiques, pour savoir si le téléphone mobile était dangereux ou pas. Donc ça, c'était dans les années 2000. Et tous les experts qui intervenaient pour la France, c'était des experts souvent d'EDF, ou des experts qui avaient été financés par les opérateurs Orange, SFR ou Bouygues. Donc on a dit, on ne prend pas ces experts. Et on avait fait venir des experts anglais, des experts américains.
qui déjà nous disait faites attention, parce que une utilisation intensive du portable peut provoquer des tumeurs au niveau du nerf auditif ou au niveau du cerveau. Déjà à l'époque. Hein. Et il y a eu de plus en plus d'installations d'antennes relais. Donc les gens des fois râlaient, ils ne voulaient pas. On leur disait non, non, il n'y a pas d'études, tatati, tatata. Bon. Et quand les gens demandaient de faire des études, c'était souvent des bureaux d'études qui étaient appelés par les opérateurs téléphoniques mobiles. C'est pour ça que j'ai créé le CRIREM, hein, le Centre de recherche et d'information indépendant sur les rayonnements électromagnétiques. C'est-à-dire qu'on allait faire des mesures pour les gens, et surtout on ne disait pas quand est-ce qu'on allait faire les mesures. Parce que souvent les bureaux d'études, vous voyez, ils venaient, par exemple, entre 14h et 15h, là où il y a très peu de gens qui appellent. Parce que plus les gens appellent, vous voyez, plus la puissance en fait, des antennes est importante. Donc on y allait et on ne trouvait absolument pas les mêmes mesures, vous voyez, que les bureaux d'études d'Orange. Puis après on s'est aperçu que Orange pouvait à distance réguler la puissance de ses antennes. Donc quand ils savaient qu'il y avait des mesures qui étaient faites, eh bien, ils diminuaient la puissance. Donc tu trouvais comme Volkswagen. Voilà, mais c'était bon. Donc on a fait ça, et puis après, il y a eu quand même certaines études, notamment Interphone, qui était une étude européenne, qui montrait que au niveau des jeunes, comme ils ont leurs cellules qui sont en voie de division, eh bien l'utilisation du portable pouvait occasionner des problèmes au niveau des jeunes enfants. Et il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps, il y a à peine 10 jours, hein, dans Le Monde, il y a eu un compte-rendu, et c'est notre agence l'ANSES qui a dit qu'il faudrait être précautionneux. Et nous, on était beaucoup plus durs, on disait qu'il ne faudrait pas acheter de portable, vous voyez, pour les gamins à moins de 14 ans. D'ailleurs, les Anglais, c'est ça leur recommandation. Alors que nous, en France, on avait même une pub, hein, Orange disait, mais vous regardez, vos gamins de 8 ans, il y a 3 touches pour papa, maman, toi. Bon. Et donc, plus ça va, plus on est dans un monde connecté. Regardez chez vous. Et on voit même dans les bureaux maintenant, on vous dit, ah mais c'est super, si vous voulez être moderne, il faut le Wi-Fi partout. Et le Wi-Fi, ça peut entraîner aussi des dommages chez les gens. Il y a eu une enquête de fait, c'était à la Bibliothèque de Paris, où il y avait des femmes qui étaient à proximité de la borne. Eh bien, ces femmes-là avaient des maux de tête incroyables, elles ne dormaient plus la nuit, elles étaient, vous voyez, ça entraîne des dépressions, ça peut même entraîner des problèmes cutanés. Ça peut entraîner des problèmes cardiaques. Vous voyez, quand un homme est toujours son portable au niveau du cœur. Donc ça, maintenant, c'est acté. Alors, le tout, il faut regarder à quelle distance. Vous voyez, c'est pas... moi, je ne suis pas anti-Wi-Fi, mais il ne faut pas être près de la borne. Bon. En même temps, dans le cas de la loi Abeille, elle a dit, il ne faut pas, par exemple, dans les écoles maternelles, même elle avait dit primaires, mettre le Wi-Fi dans les écoles. Autant utiliser l'ordinateur, mais connecté avec du câble. Mais ça, il y a plein de gens maintenant qui vous disent, mais c'est super, j'ai une école high-tech, on va mettre du Wi-Fi. Vous voyez, il y a un décalage entre les études scientifiques, le discours des opérateurs téléphoniques mobiles, où il n'y a pas de problème, et puis après, la réalité. Alors moi, je vous dis, soyez précautionneux. C'est pas d'être anti-portable, mais le portable, quitte au réel, n'achetez pas des portables à vos gamins avant 12 ans pour dire quoi, hein, ils sont là avec leur portable, souvent ça fait réveil, souvent ils les mettent même sous l'oreiller pour faire réveil, mais c'est terrible ça, parce que c'est des ondes, vous voyez, qui ont une influence après sur le système nerveux. Et puis au niveau des antennes relais, faites en sorte à ce que les antennes relais soient à une certaine distance des habitations, pour pas qu'il y ait au-delà, nous, le niveau c'est 0,6 volts par mètre. Eh bien, le décret qu'a signé Jospin avant de partir, c'est, on est à 41, 58, 61 volts par mètre. Vous voyez, c'est complètement incroyable. Et ça, parce que c'est les opérateurs qui ont voulu se donner une marge de manœuvre incroyable. Et alors, ce qui se passe maintenant, c'est que depuis à peu près 8 ans, 10 ans, il y a le développement des électro-hypersensibles. Alors, vous ne vous rendez pas compte, mais alors moi, j'en reçois des dizaines et des dizaines de gens qui ne supportent plus les ondes électromagnétiques. Beaucoup de femmes, d'ailleurs. Il y a des hommes, des femmes et maintenant des enfants. Alors, c'est des gens. Ils ne savent plus où vivre. Parce que chez eux,
même s'ils n'ont pas le Wi-Fi, ils prennent le Wi-Fi de l'appart d'à côté, parce que ça traverse les murs. Bon. Quand ils se baladent, ils ont toujours quelqu'un qui a un portable, donc ils prennent les ondes des portables. Après, dans leur boulot, parce que souvent c'est des ingénieurs, il y a eu des journalistes, vous voyez, parce que les journalistes, quand ils sont dans tu vois, qui font la radio, tout ça, il y a plein d'ondes partout. Enfin, c'est pas des gens, vous voyez, des gens cultivés, tout ça, et alors ils prennent leur bagnole, ils vont dormir dans les bois. Moi, ils me demandent de trouver des maisons forestières, vous voyez, dans les Hautes-Alpes, dans les coins paumés, parce que c'est des gens, même dans des grottes. On a accueilli 4 femmes dans des grottes. Alors, j'avais trouvé le maire du village qui avait aménagé avec les villageois pour qu'elles vivent dans les grottes. Elles ne pouvaient plus supporter de vivre, vous voyez, dans la pollution électromagnétique. Les symptômes, alors, quand tu arrives à ce niveau-là, c'est plus que les maux de tête. Hein. C'est-à-dire que c'est des gens, c'est pour ça que vous les voyez souvent avec des masques, des trucs, avec des grillages, vous voyez, parce que ça renvoie les ondes. Mais c'est des gens, ça leur prend la tête, si vous voulez, ils peuvent même plus parler tellement que ça leur fait mal. Il y en a qui peuvent même plus marcher, c'est vraiment des souffrances incroyables. Alors, ils vont voir le médecin qui ne comprend rien et qui dit il faut voir un psy. Bon, le psy, lui, il ne comprend rien, il leur donne des antidépresseurs. Et c'est des gens, ils sont complètement discriminés. Ce qui est bon pour l'industrie pharmaceutique. Mais c'est très bon pour l'industrie pharmaceutique. Exactement. On est dans un cercle vicieux. Donc, on a trouvé un peu une solution parce que quand on a vu ça, dans les Hautes-Alpes, il y a la CAF, donc la Caisse d'allocation familiale de Marseille, qui recevait des gamins dans un coin paumé des Hautes-Alpes, Saint-Julien-en-Beauchêne. Et là, la CAF m'a dit, écoutez, si c'est vous-même, vas-y, tatati tatata, parce que ça vend. On vous fait un bail amphithéotique pour ces centres de vacances, parce que les gamins de Marseille n'y vont plus. On a fait faire une étude, et il y a très peu de pollution électromagnétique, et puis là, il y a à peu près quelques semaines, j'ai fait venir des électro-hypersensibles pour savoir comment ils se comportaient. Et là, ça va, ils se sentent bien. Donc, vous voyez, tout ce boulot. Alors voilà, députée européenne, c'est ça aussi. C'est aussi trouver des lieux pour que les gens puissent se ressourcer. Et avec l'ANSES, on va essayer de faire une étude, vous voyez, de faire un centre européen pour les électro-hypersensibles pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais c'est aussi de faire un hôpital, vous voyez, en Ukraine, à Ivankov, où là, on suit les victimes de Tchernobyl. Tchernobyl, c'est pas fini. Il y a encore des gens qui vivent en zone contaminée. Et on a des gamins de 3e génération qui ont des problèmes cardiaques, qui ne peuvent plus courir, qui sont en tachycardie permanente, etc. Et on se demande, est-ce que c'est un problème génétique? Est-ce que c'est encore lié parce qu'il y a encore des aliments contaminés? Vous voyez, c'est tout ça, être député européen. Alors j'ai mes assistants qui font un burn-out avec moi. Ils me disent, mais vas-y, vous vous rendez pas compte? Vous vous dispersez. Puis alors j'en ai une qui m'a dit, mais ça c'est Justine, qui est une fille remarquable, qui m'a dit, mais c'est quoi? Vous pouvez pas vous cadrer un peu, toi, pour que ça soit vraiment purement législatif? Mais c'est ça, en fait, député européen. C'est-à-dire que si vous êtes à l'écoute des gens, à l'écoute de la détresse, à l'écoute aussi de projets porteurs, parce qu'en même temps, je développe la phagothérapie, vous savez comment se soigner avec des virus, vous connaissez pas ça? C'est un truc génial, ça. Moi, c'est un truc qui me passe. Ça, c'est d'être biologiste aussi. Hein. C'est comme on est résistant aux antibiotiques maintenant. Eh bien, il y a des pays, vous voyez, type Géorgie, Russie, tout ça. À l'époque, c'était la France qui le faisait, mais bon, après, on a tout jeté à cause des antibiotiques. Vous savez qu'il y a des virus qui tuent les bactéries. Alors, il faut trouver le bon virus qui tue la bactérie en question. Et si vous êtes infecté, ah mais c'est un truc incroyable, ça me passionne. Mettons, vous avez un staphylocoque doré, c'est merde, là, tu vois, bon. Vous êtes résistant aux antibiotiques. À l'heure actuelle, la seule solution, c'est vous couper les jambes, le bras, souvent, ou c'est affecté. Bon. Eh bien, vous adressez en Géorgie. Il y a une bibliothèque de virus. Nous, on l'avait avant à l'Institut Pasteur, puis on l'a jeté parce que je vous dis, il y a les antibiotiques. Et là, vous envoyez votre bactérie, le staphylocoque, parce qu'il y a plusieurs types de staphylocoque, et il vous trouve un cocktail de virus qui va bouffer le staphylocoque. Il vous envoie, alors en général, on les envoie les gens, hein. Bon. Mais en fait, ça s'est passé où on faisait, oui, enfin bon, on les envoie là-bas. Il y a des cliniques privées maintenant qui se développent autour de cette bibliothèque. On vous injecte le cocktail de virus.
Cette injection fait que le virus se développe et va bouffer la bactérie, et 10 jours après, vous êtes guéri. C'est pas beau ça? Hein? On va prendre quelques questions. Non mais ceux qu'on a injectés, oui. tuer l'autre, qu'est-ce qu'ils viennent ceux-là? On les a toujours en soi quand même. Et non, parce que le virus, quand la bactérie est morte, il est fini. Ah d'accord. Un virus ne peut vivre que s'il a sa bactérie. S'il bouffe sa bactérie, terminé. Et les virus sont récoltés dans le milieu environnant. Hein. Ce n'est pas des organismes génétiquement modifiés. Donc j'ai développé ces recherches et maintenant on le fait sur les grands brûlés. Donc il y a eu, je sais plus combien, 4-5 millions débloqués. Et à l'hôpital Percy à Paris, à l'hôpital militaire, parce que ça se fait dans les hôpitaux militaires, parce que là il y a moins besoin d'autorisation, bon, et bien les grands brûlés, on leur met des virus pour empêcher les infections. Et si on empêche les infections, eh bien à ce moment-là, si vous voulez, la cicatrisation se fait mieux. Et je voudrais maintenant qu'on fasse des études cliniques sur les staphylocoques, parce que ça m'emmerde d'envoyer toujours les gens en Géorgie. Bien sûr. Bon, on a fait un tour d'horizon, là, formidable. C'est-à-dire, en fait, il faut que maintenant je me méfie de mon téléphone, des ondes, des produits pharmaceutiques, des véhicules Volkswagen, enfin voilà. Et on n'a pas parlé ni du nucléaire, ni des animaux irradiés. Je suis sûr qu'il y a des questions dans la salle. Alors, on a un autre micro, c'est possible? Voilà, super. Voilà. Donc on va, un petit mot simplement, comme on enregistre. Attendez d'avoir, si ça vous dérange pas, le micro. Ça marche ou pas là? Oui, c'est bon. Voilà. Là-bas. Si c'est pas trop long, sinon. Ouais. C'est brouillé. Voilà. Alors, une première question. Et peut-être s'il y a des... On va essayer peut-être d'avoir des questions un peu thématiques, hein, puisqu'on a eu différents thèmes, les ondes, etc. etc. S'il y a une autre question dans le même thème, on le prendra en même temps. Monsieur? Oui, c'était extrêmement intéressant d'entendre le travail des députés, qui fait les lois au niveau européen ou national. Ça aurait été aussi intéressant d'entendre le point de vue de l'élu local, parce que là, je voudrais faire un petit témoignage et poser une question qui a un rapport avec la loi sur l'air. C'est que, bon, on est député, on légifère, il y a des lois, tout le travail qui a été dit, bon. Mais une fois que la loi existe, c'est pas fini. Alors, des fois, coup de Volkswagen, etc., c'est une question de contrôle, donc il y a les méchants industriels, les bons. Il y a des cas où c'est comme ça, assez confortable. Il y a des cas où c'est moins confortable. Alors, l'exemple que je voulais donner, c'est l'exemple d'élaboration de PDU, de plan de déplacement urbain. Donc, moi, j'ai vécu ça dans l'agglomération toulousaine. Donc, il y a eu un plan de déplacement urbain qui a été élaboré. Et puis, avec le petit groupe d'élus où j'étais, on disait ça va pas, on disait bon, il y a quand même une place trop grande qui est faite par la voiture, parce que même au niveau des élus, il y a très peu d'élus qui savent que dans la loi française, à cause de la loi sur l'air, la diminution de la part modale de la voiture, c'est un fait, c'est légal, c'est dans la loi, ça doit être comme ça. Bon. Alors, déjà, les gens ne le savent pas, qu'ils aillent l'appliquer, ça paraît très problématique. Alors, le plan de déplacement urbain, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est que c'est pas uniquement une question d'appréciation. Dans le plan de déplacement urbain, il y a des documents qui sont annexés, en particulier, il y a l'annexe environnementale. Et donc, le plan de déplacement urbain de l'agglomération toulousaine est paru, et quand on regarde j'attendais cette évaluation environnementale, et on voit très clairement que là, ça ne respectera pas la loi sur l'air. C'est-à-dire que toutes les décisions qui sont prises au niveau des déplacements font que toutes les projections montrent que la loi sur l'air ne sera pas respectée. Moi je me dis c'est bon, on n'a plus qu'à y aller, on dit bon on ne vote pas ce plan de déplacement urbain et puis c'est un cas en mort quoi. Donc comment? Eh bien non, c'est pas ce qui s'est passé. Alors peut-être qu'on peut avoir un témoignage sur le travail d'élu local qui fait que même avec la force de la loi derrière soi, on n'arrive pas à imposer. Voilà, c'est quand même extraordinaire. Alors, vous avez raison, mais ça vient quand même... Il y a plusieurs obstacles. Le premier obstacle, c'est que la loi sur l'air, pour beaucoup d'élus, c'est une loi sur l'environnement.
Et donc, comme c'est une loi sur l'environnement, c'est moins porteur qu'une loi sur l'emploi ou sur le développement économique. Vous voyez, ils y mettent moins de pression. Mais par contre, là, en ce moment, en France, on a des sanctions européennes. Vous voyez, moi qui suis dans la Drôme, on ne respecte pas les directives européennes sur les particules fines. Les 10 et les 2,5. Eh bien, c'est 300 000 € par jour de pénalité. Donc, là, les élus, maintenant, commencent à se dire « Ah, mais s'il faut payer 300 000 € de pénalité, il va falloir qu'on se bouge sur nos plans de déplacement. » Et donc, ça veut dire revoir complètement les plans de déplacement urbains. Ça veut dire, au niveau de l'autoroute aussi, faire en sorte à ce qu'il y ait des voitures, vous voyez, qui polluent moins, etc. Ça veut dire aussi empêcher, parce qu'on est en pleine contradiction. Regarde, je vous prends les deux exemples, Gardanne et Corriens. Gardanne, cette énorme usine, vous savez, avec cette usine de biomasse, qui va utiliser 800 à 900 000 tonnes de bois par an pour fabriquer de l'électricité. Dans ces 900 000 tonnes de bois qui émettent énormément de particules fines, déjà que dans la région de Marseille, on est au-dessus des normes, eh bien là, ils vont être encore une fois pénalisés. Mais surtout, c'est que 60% du bois vient du Canada. Donc, essayez de m'expliquer la cohérence vis-à-vis du CO2, etc. Bon. Donc, nous, ce qu'on demande, et je trouve que là, c'est les sanctions européennes qui sont capables de faire bouger les lignes là-dessus. Parce que la loi sur l'air, elle est à l'heure actuelle sanctionnée sur le plan européen. Alors, chaque fois, ils essaient de gagner du temps, mais c'est la seule, à mon avis, il n'y a que l'argent qui font qu'il y aura le respect des lois. Et qui paye dans ce cas-là? Est-ce que c'est la pénalité dont tu parles, les 300 000 € sont payées par l'État, les Français ou les collectivités? C'est l'État, c'est l'État. Donc c'est pas les collectivités. Alors, comment les collectivités mais avec une contribution, par exemple chez nous c'est Rhône-Alpes, donc avec une contribution de la collectivité qui est Rhône-Alpes. Et puis après, ça se décline, parce que l'Europe, elle ne peut faire ça qu'à un niveau global de la région. Elle ne peut pas faire ça au niveau des communes. Mais normalement, au niveau de la région, il faut que la région dise, mais si par exemple la commune de Valence, nous on était au-dessus des normes, eh bien là le préfet est intervenu en disant votre plan ne respecte pas la loi sur l'air. Et donc ils ont revu le plan. Alors, parce que c'est le préfet qui est l'émanation de l'État. Au fond, on a une autre question, je crois. Oui. Par rapport à l'air, toujours et par rapport à Volkswagen, moi j'avais entendu, et j'ai signé la pétition d'Anne Hidalgo, parce qu'en décembre 2015, la commission de diesel a augmenté les seuils de 110%. Donc, j'ai jamais vu un juge, moi, quand quelqu'un a fait une bêtise, eh ben, on enlève la peine, il n'y a plus de règlement. Ça, c'est la première chose, c'est un scandale. Anne Hidalgo a réuni 20 maires d'Europe, je crois, et vient de porter un recours ou plainte, je ne sais pas comment ça s'appelle, contre la Commission européenne, qui change les seuils lorsqu'un truand pas. Pourquoi vous n'avez pas évoqué ce fait? C'est impressionnant quand même. Moi, me dérange complètement et me fait douter de l'Europe. Alors, non mais ça c'est important. Vous avez tout à fait raison, mais alors il faut que je vous explique quelque chose. La Commission, je vous dis 2007, c'est la directive votée par les députés européens avec l'accord des États membres. Bon. En 2015, les États membres, parce que ça c'est la comitologie, vous voyez, c'est pas passé au niveau du Parlement européen, a décidé que les normes qui avaient été édictées par l'Europe en 2007 étaient trop restrictives, pénalisaient trop les constructeurs. Et ce sont les États membres, dont la France, qui ont demandé d'augmenter les niveaux. La Commission a proposé des seuils, mais ça a été accepté par les États membres. Et là-dessus, Hidalgo, avec une vingtaine de maires européens d'ailleurs, a décidé d'attaquer la Commission. Pourquoi? Parce que, vous savez que sur les perturbateurs endocriniens, c'est autre chose, mais là, le Parlement, avec des ministres, notamment le ministre de la Santé de Suède, on a attaqué à la Cour de justice européenne la Commission parce qu'elle n'avait pas élaboré les critères sur les perturbateurs endocriniens. On a gagné. La Cour de justice, puisqu'il y avait les parlementaires derrière, a dit la Commission n'a pas fait son boulot, n'a pas respecté les traités. Et Hidalgo veut faire pareil, vous voyez, en attaquant la Cour de justice européenne
la Commission parce qu'elle a revu ses seuils. Sauf qu'elle a revu ses seuils avec l'accord des États membres. Voilà. Mais c'est vrai que la Commission, elle est complètement, avec Juncker, vous voyez, Premier ministre du Luxembourg, là, le roi de l'optimisation fiscale, elle est complètement soumise au lobby. Et nous, chaque fois, maintenant qu'elle ne respecte plus, ben, on saisit la Cour de justice européenne. C'est pas possible. Donc ça veut dire que la politique, elle a quand même une influence sur la Commission. Elle a une influence sur les directives qui sont votées par les parlementaires européens. Donc faites attention, en 2019, hein, c'est pas demain, mais en 2019, quand vous allez choisir vos députés européens, choisissez des députés européens, vous voyez, qui sont pour la protection de la santé des citoyens. Sinon, s'ils sont pour la déréglementation, la dérégulation, etc., ça profite à qui? Ben, au lobby. Oui, il y a un truc, il faut que les gens comprennent. Là, c'est pas seulement de la politique, c'est de l'intérêt général. Voilà. Alors, on va prendre encore une autre question, peut-être sur un autre thème. Ici, voilà. Là. Sur quel thème, monsieur? Alors, sur l'électromagnétisme, et puis peut-être que s'il y a d'autres questions sur ce thème-là, on va les prendre en même temps, hein, pour que tout le monde puisse s'exprimer. Bon, merci beaucoup pour votre intervention. Aujourd'hui, il existe auprès de la population un doute sur les effets secondaires des ondes électromagnétiques. Et tout à l'heure, vous nous avez dit, voilà, il y a des études, et vous avez bien mis quelque chose, je vais enlever mon truc d'ici. Merci beaucoup. Simplement, vous nous avez dit problèmes cardiologiques, problèmes cardiaques, pardon, problèmes dermatologiques, etc. Un peu comme, tant qu'on ne connaît pas ces publications, un peu comme Volkswagen, on ne peut pas faire grand-chose. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pourriez nous faire passer ces études? Parce qu'on est tous responsables d'associations. Mais si on sort vos études, si ces études, je ne mets pas en doute ce que vous dites, mais si ces études sont sérieuses, mais les gens vont avoir une certitude. Et aujourd'hui, moi je n'ai pas vu passer d'études encore sur ce sujet-là qui puisse faire changer les gens au niveau de l'appréciation de l'utilisation. Voilà. Alors, je vous ai écouté tout à l'heure, alors ça me rend un grand bonheur, parce que si vous pouviez nous faire passer ces études, alors là on peut les faire passer auprès de la population, et c'est comme ça que ça démarrera, comme vous avez eu les effets secondaires sur la truanderie de Volkswagen et d'autres, vous avez après réagi, mais si c'est ça, député européen, mais allez-y à fond. Si vous avez des études qui montrent qu'il y a des effets secondaires pathologiques, mais allez-y, on vous encourage, mais nous on fera passer le message auprès des populations. Alors, toujours sur les ondes, est-ce qu'il y a une autre question, monsieur? Bonjour, je ne sais pas moi qui réponds, mais enfin des études, il y en a quand même aujourd'hui. Le rapport de l'ANSES est paru il y a 10 jours, le montre clairement qu'il y a des effets, ça c'est clair. Sinon, moi j'avais une question par rapport aux antennes relais et par rapport à la façon dont sont gérées l'implantation des antennes relais. Nous, on a eu à traiter, on est en train de traiter ce cas dans notre commune, à Montbazin, et en fait, on s'aperçoit que c'est l'opérateur qui choisit l'emplacement, alors que c'est lui qui va être bénéficiaire donc, de l'antenne relais quelque part, puisque c'est lui qui fait de l'argent avec cette antenne relais, et que les données, les mesures qui sont faites pour choisir l'emplacement ne sont pas publiques. Donc ça paraît être quand même quelque chose de totalement anormal. Je ne sais pas si c'est au niveau de la France ou au niveau de l'Europe, et là il y a quelque chose manifestement à faire. Nous on est intéressés pour savoir comment on peut réagir là-dessus. Puis sur le même thème, en fait on s'aperçoit également qu'il n'y a aucune gestion de l'implantation des antennes relais au niveau du territoire. C'est-à-dire que l'opérateur peut aller dans les 36 000 communes de France et proposer de placer une antenne relais. Il n'y a aucun organisme qui s'occupe de ça. Oui. Toujours sur l'électro... Non, on prend. Alors, on prend ces deux questions. Oui. Alors, sur les études, là, un élément de réponse. Vous prenez Le Monde d'il y a une semaine, avec l'ANSES, qui est partie des études faites sur les enfants et l'utilisation intensive des portables. Bon. Il y avait eu d'autres études dans le cadre d'Interphone. Vous regardez Interphone, c'est une étude européenne où il y a eu plein d'études sur l'impact par rapport aux enfants. Vous avez le rapport Bioinitiative, où il y a plus de 1500 études. Mais après, le problème, je vais vous dire, c'est comme dans le nucléaire, ça.
c'est que les opérateurs payent des experts qui font des contre-études. Et après, on vous dit, c'est un départ d'experts contre experts. Vous voyez, je me rappelle Madame Bastide. Vous avez connu Madame Bastide? C'était une chercheuse à Montpellier. C'est la première qui avait fait des études sur les œufs de poulet, où elle avait mis des portables, et elle montrait que dans les œufs de poulet, il y avait destruction de l'embryon. Bon. Cette étude a été refaite. Elle a montré des résultats similaires. Eh bien, les opérateurs n'ont jamais voulu faire après la publicité de ces études. Et Madame Bastide est morte, hein, parce qu'elle était toute jeune, etc. C'est, si vous voulez, très souvent, moi je l'ai vu dans le nucléaire, regardez Tchernobyl, pourquoi on a monté un laboratoire indépendant comme la CRIRAD? Parce qu'on nous disait non, la France a été épargnée, non, le thym n'est pas contaminé, non, les champignons ne sont pas contaminés. Donc quand on a eu les instruments de mesure, on leur a dit, mais enfin, regardez les chiffres. Ça dépasse même les normes fixées par l'Europe. Et puis si nos résultats ne sont pas bons, attaquez-nous en justice. Ils ne nous ont jamais attaqués là-dessus. Et vous voyez, après, le mensonge, il y a bien eu le mensonge de Tchernobyl. Eh bien, dans tous les lobbies, moi souvent je dis les 3D. L'industrie décide. Vous voyez, ils nous ont mis des téléphones portables partout, tout le monde en a, etc. En tout cas, un outil qui est pas mal, mais il faut, vous voyez, l'utiliser avec précaution. Après, le deuxième D, ils désinforment. C'est-à-dire que quand ils commencent à nous dire, et les opérateurs vous disent, ah mais il n'y a aucun effet. Après, ils ont commencé à dire, ah mais il ne faut pas qu'une femme enceinte quand même mette son portable sur son ventre, parce qu'on s'est aperçu que les rayons peuvent, le fœtus bouge, etc. Bon, mais au tout début, il n'y a aucun effet. Et le troisième D, c'est ils diffèrent. C'est-à-dire quand il commence à y avoir des effets, on vous dit, ah mais attendez, on ne peut pas prendre de mesures, il faut encore faire des études. Et donc ils gagnent du temps, ils gagnent du temps, ils gagnent du temps. Eh bien sur tous les sujets, que ce soit la chimie, que ce soit les médicaments, que ce soit le nucléaire, que ce soit la téléphonie, c'est toujours le même système. Et en plus, entre-temps, ils payent des experts, regardez les climato-sceptiques, ils payent des experts pour faire des études, pour dire, eh ben non, les résultats, on n'est pas d'accord. Eh bien avec ça, ils gagnent du temps. Alors, par rapport à votre question, c'était sur l'histoire des antennes. Alors, pour tout vous dire, plus ça va, plus on a perdu plein de choses au niveau de l'opérateur téléphonique. Vous voyez, avant, et en plus, je peux vous dire, parce que j'étais adjointe à... Alors, moi, je suis anti-cumul des mandats, donc vous voyez, dès que j'ai été députée européenne, j'ai lâché mes mandats. Mais avant d'être députée européenne, j'étais adjointe à la ville de Valence et je m'occupais de la téléphonie mobile. À l'époque, le maire m'avait confié la gestion de la téléphonie mobile. Eh bien, à l'époque, tous les bâtiments publics où il y avait des antennes relais, moi, je pouvais dire, celle-là, fin du contrat, vous me la virez, il y a une école maternelle. Fin du contrat, quand même. Hein. Les contrats étaient de 10 ans, 12 ans, bon, donc on a... Il y a eu un changement de la loi qui dit que maintenant, comme c'est un service public, eh bien, on a enlevé la prérogative des maires pour la gestion des antennes relais. Donc, effectivement, les opérateurs maintenant peuvent aller dans les bâtiments publics ou acheter un bâtiment privé, parce que, après, j'en avais aussi dans les bâtiments privés, mais comme ils payent le toit 10 000 euros, 20 000 euros, ça se négocie un toit, ça paye complètement le syndic. Et après, quand je réunissais tous les propriétaires, ils disaient « Ah non, nous d'abord on met des locataires, hein, donc s'il y a un souci, c'est pas nous. Et puis surtout, c'est que ça nous paye le syndic. Et donc ça nous a permis de refaire la cage d'escalier, l'ascenseur qui est en panne, tatati, tatata. Ils sont redoutables. À Paris, c'est 50 000 euros le toit. Hein. Donc vous voyez, bon. Donc, avant, moi en tant que... Alors je les ai embêtés, hein, je peux vous dire. Hein, j'avais fait enlever des antennes qui étaient près des écoles. Et quand c'était privé, je me suis heurtée au fric. Parce que les gens, vous voyez, quand même, c'est pas la solidarité, vous voyez, sur... non, hein, c'est plutôt l'argent. Mais je pouvais les passer. Alors qu'à l'heure actuelle, c'est plus possible. Troisième chose qu'on a perdue, c'était l'attaque en justice. Avant, on a gagné des procès. On a même fait démanteler des antennes Orange, Bouygues et SFR parce qu'on les avait attaqués avec avocats au pénal. Au pénal, vous avez un juge comme vous et moi.
Ce juge, il disait, oulala, entre des études qui montrent qu'il y a des effets, des études qui montrent qu'il n'y a pas d'effet, mais si demain, l'antenne, elle est près de chez moi, je serai comme ces gens-là. Et donc, il nous avait donné gain de cause pour détriment, à la fois d'un point de vue immobilier, parce que si vous avez une maison qu'il faut vendre, où il y a une antenne relais à côté, eh ben, elle est, tu vois, tu la vends beaucoup moins cher que s'il n'y avait pas l'antenne relais. Et en même temps, comment ils avaient attaqué ça, pouvant provoquer des nuisances, hein, et certains même avaient gagné sur le principe de précaution. Eh bien, à l'heure actuelle, interdiction d'aller au pénal, on ne peut aller qu'au tribunal administratif. Donc, si vous avez un vice de forme, vous pouvez aller au tribunal administratif, mais vous ne pouvez plus aller au pénal. Et donc, ça vous montre que c'est au sommet de l'État que les opérateurs ont fait leur travail de sape antidémocratique. Parce que le fait de ne plus pouvoir aller au pénal, le fait d'avoir enlevé la compétence des maires, vous voyez, pour l'installation des antennes, parce que moi je les mettais au cimetière, les antennes. Vous comprenez? Je me suis dit, les morts, qu'ils soient irradiés ou pas, c'est pas grave. Mais ça me permettait, vous voyez, de gagner 300 mètres, tout ça, par rapport à des immeubles et tout. Alors que maintenant, c'est plus possible de faire ça. Vous voyez, dans les déchetteries, vous voyez, il faut trouver des endroits où... mais plus dans les... Parce que souvent, ils les mettent maintenant dans les immeubles où il n'y a que des locataires. Alors, parce que s'il y a quand même un propriétaire qui dit non, il ne pouvait pas l'installer. Hein. Mais là, quand il n'y a que les locataires, les propriétaires, ils ne sont pas là pour y vivre, et subir. C'est terrible, hein, le poids de ce lobby de la téléphonie mobile. Alors, encore merci. Encore une série de questions. Et puis après, on va arrêter là. Monsieur, au fond. Ouais. Et là, on va faire pareil. Peut-être s'il y a une autre question sur un thème un peu semblable, on la prendra. Oui. Bonsoir. Une question sur vous avez évoqué tout à l'heure l'intérêt général et sur le discours que vous portez ce soir, qui est extrêmement clair, avec l'exemple, on est tous déjà plus ou moins réceptifs aux idées que vous défendez. Et la question que je me pose, moi, c'est comment arriver à toucher le plus grand nombre et quelle est votre vision par rapport au parti des Verts, où la seule chose qui apparaît vis-à-vis de l'extérieur, c'est des querelles de clocher entre les uns et les autres pour une lutte de pouvoir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ceux qui s'échangent entre nous ce soir puissent toucher le plus grand nombre? Comment retrouver le sens de l'intérêt général? C'est une belle question, ça. Ça va être une belle question. Un peu piège, non, c'est ça. Sur cette même thématique politique, peut-être, dans la même veine, c'est pas sur autre chose. D'accord, allez-y. Alors allez-y. Donc sur l'intérêt général. Oui, sur l'intérêt général. Qu'est-ce qu'on peut faire, justement? Moi, je sais exactement ce qu'il a dit. Vous avez dit à un moment, les pétitions, il faut les signer. Oui. Mais les pétitions sur Internet qu'on reçoit à droite à gauche, est-ce qu'elles ont autant de poids que des pétitions sur papier qu'on faut les signer? Ok. Non. Alors, ça c'est des questions. Je dirais d'abord que l'intérêt général, c'est l'intérêt donc pour tous et non pas de défendre l'intérêt privé de certains. Bon, en principe, quand on fait de la politique, c'est pour ça. Puis vous apercevez que c'est pas si simple que ça. Bon. Pourquoi? Parce qu'après, il y a un problème d'ambition personnelle. Et moi, je suis malheureuse de ce qui s'est passé au niveau des Verts, pour tout vous dire. Parce que quand j'ai vu Emmanuel Cos, que j'avais eu une semaine avant, et qu'au niveau du Parti Vert, on lui avait dit hors de question de rentrer au gouvernement, parce qu'il n'y a plus qu'un an, et que avec Valls, c'est pas possible, ils n'ont rien compris, il y a eu plein de renoncements sur l'environnement. Vous voyez, bon. Et qu'elle y est allée, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais moi je me bagarre sur l'écologie depuis des années, et c'est l'écologie qui m'intéresse. Vous voyez, dans tous les partis, parce qu'on prendrait le PS, on prendrait le Républicain en ce moment, qui sont en train de... Bon, hein. Donc, vous voyez qu'à un moment, il faut se dire pourquoi je me bats. Et moi, c'est vrai que je me suis toujours battue
par rapport soit au droit de savoir, soit par rapport à des victimes, en me disant j'ai la chance d'être élu, et donc autant que j'aide les gens qui n'ont pas cette chance-là. Vous voyez, c'est ça pour moi l'intérêt général. C'est toujours, et je me rappelle quelqu'un qui m'avait très touché, qui m'avait dit Michel pense toujours qu'il faut se bagarrer pour toujours le plus faible. Parce que si tu aides le plus faible, tu aideras automatiquement les autres. Ça me reste toujours ça. Vous voyez, toujours la personne qui, vous voyez, ces électro hypersensibles qui vivent dans les trucs, s'il n'y a pas quelqu'un comme moi ou d'autres capable de les aider, qui le fera, quoi. Bon, donc voilà. Alors, ça veut dire que quand il faut vous situer par rapport aux politiques, il faut bien savoir qu'est-ce qu'ils défendent. Est-ce qu'ils défendent l'intérêt général ou est-ce qu'ils défendent l'intérêt privé? Parce que vous avez plein de députés, plein d'élus, et là on le voit bien, les élus de ce village de Montbazin, ils défendent quoi? Pourquoi ils défendent l'opérateur? Ils ont plein de gens qui ont signé des pétitions, en plus qu'on trouvait un terrain qui appartient à la mairie où ils pourraient très bien mettre l'antenne. Et bien, parce qu'il a pris cette position, au départ, il ne veut pas revenir en arrière. Il est con, quoi. Hein? Non, mais je veux dire, à un moment, c'est incroyable comme quoi des élus, ils ne veulent pas revenir parce que c'est un peu macho, ça. J'ai pris ma décision, je ne reviens pas sur ma décision. Mais où t'as vu ça, quoi? Hein? Dans les familles, on est souvent toujours obligé de revenir. Hein? La vérité, elle n'est pas infuse comme ça. Bon. Donc ça, c'est un positionnement d'élu, tu vois, un peu bloqué, quoi. Hein? Un peu... Alors, donc c'est à vous. Alors, moi, c'est vrai que je crois beaucoup à l'écologie, je pense que c'est l'avenir, parce qu'on ne pourra pas toujours, vous voyez, notre système, on voit bien les limites. On surconsomme, tout à l'heure, on a eu toute une discussion sur l'alimentation. On surconsomme, on voit le changement climatique, il faut jouer la sobriété. Vous voyez, moi j'aime bien la formule de Pierre Rabhi, la sobriété heureuse, parce que moi j'ai le plaisir, quoi. Il faut montrer qu'on a le plaisir à se battre. Sinon, moi, oui, je n'aurais jamais continué à faire de la politique comme ça. Mais c'est jouer l'efficacité, jouer les énergies renouvelables, jouer la solidarité. Regardez ce qui se passe sur les migrants à l'heure actuelle. Si on ne joue pas sur la solidarité, sur le partage, de toute façon, on ne pourra pas, ça ne sera pas une minorité comme à l'heure actuelle. Vous voyez, cette minorité dispose de 80% des richesses quand même. 20% de la population a 80% des richesses. C'est complètement dingue. C'est comme je regardais pour le changement climatique. 90 entreprises dans le monde rejettent les 2/3 des gaz à effet de serre. Vous ne croyez pas qu'il faut voir ces gens-là, les Chevron, les Exxon, les Total, les Lafarge, les trucs? Tu vois, c'est... Voilà. Alors, à vous de bien choisir. Et puis, il faut... Moi, l'expérience politique m'a toujours montré un truc. C'est que si vous n'êtes pas carriériste, ben vous serez toujours pour l'intérêt général. Si vous voulez être ministre un jour, c'est foutu. C'est terrible, ça, ce que je suis en train de vous dire. Hein. Mais quand je vois mes copains députés, là, qui veulent être ministres, et vous croyez qu'ils vont défendre l'intérêt général, ces gens-là? Mais quand je vois des Vauquier, là, chez nous, en Rhône-Alpes, qui suppriment maintenant toutes les subventions pour la culture, pour l'environnement, tout ça, quel gâchis, quoi. Alors que les gens sont bien. Vous, là, qui êtes là, vous êtes des gens bien. Parce que vous êtes venus... Non, mais je vous assure, c'est très important de venir s'informer pour la santé, parce que c'est nos gamins, c'est nous-mêmes, c'est l'avenir de la planète. Eh bien, il y a plein de gens comme ça, mais il faut leur parler, il faut fédérer, il faut montrer qu'on est dans une espèce de générosité collective. Sinon, si c'est pas ça, on va s'entretuer. Et regardez, moi, pourquoi je suis européenne. Parce que quand on parle de la dimension environnementale, quand on parle du changement climatique, on ne va pas pouvoir le résoudre qu'au niveau de la France. Il faut travailler avec les autres. Et plus on travaille avec les autres, tout à l'heure en introduction, je vous le disais, plus on rentre dans une espèce à la fois de tolérance et d'ouverture de l'esprit. Et c'est comme ça qu'on peut construire la paix. Parce que la paix, ça se construit, ça ne s'instaure pas. Et bien, quand on a eu des valeurs, tu vois, européennes, quand moi je vais en Afrique, et que s'il y a une dictature, les droits de l'homme ne sont pas respectés, eh bien on joue là-dessus. Mais quand je vois les Chinois, ils s'en foutent des valeurs et des droits de l'homme. Hein, qu'il y ait plein d'opposants politiques qui sont en prison, c'est pas leur souci. Eux, ils veulent les mines. Et alors, une mine, c'est tant de kilomètres d'autoroute. Voilà. Ou c'est un hôpital et un stade. Voilà. Eh bien, si on fonctionne comme ça, on ira à la guerre. Hein.
Donc les valeurs de l'Europe, elles sont très importantes à défendre. Et le fait que les Anglais soient partis, là, eh ben vous dites, remarque qu'ils sont en train de le payer, là, hein, parce qu'au début on leur disait, mais non, c'est pas un souci, ben, ils sont en train de voir ce qu'il en est. Mais on ne s'en sortira pas, vous voyez, à jouer que son pays, comme que sa personne, dans le cas des Verts, qui, tu vois, avec Emmanuel Cos, elle est grillée à vie. Hein? Donc il faut trouver, alors c'est dommage que Nicolas Hulot n'y aille pas, moi j'en étais, parce que ça pouvait être quelqu'un qui a une aura, qui est vraiment très sensibilisé là-dessus, mais on va en trouver un autre écolo, hein, je vous assure, hein. On ne va pas lâcher, hein. Parce que s'il n'y a pas d'écolo présidentiel, hein, qui c'est qui va en parler? Dites-moi. C'est Hollande? Non, c'est Sarko. Parce que Sarko, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si demain c'est les Républicains, c'est les OGM, c'est les gaz de schiste, c'est le nucléaire. Mais vous vous rendez compte? Mais ils n'ont rien compris, nos politiques, c'est des has-been. Et donc il va bien falloir trouver, vous voyez, un troisième ovni, tu vois, qui comprenne un peu ce côté, vous voyez, holistique et systémique. Voilà, c'est pour ça que vraiment je crois à l'écologie, mais on va en trouver, je vous assure. Hein, il y aura un écolo ou une écolo, mais on va pas se laisser faire là-dessus. Parce que c'est l'intérêt général qui est important. Voilà. Alors, après cette belle indignation, on va prendre une dernière question. Monsieur. Voilà. C'est vraiment une question, je la vois un petit direct. Mais simplement pour dire que oui, il y a aussi chez nous des militants ENE, des militants verts, et moi j'en suis un, je suis un jeune militant, et donc je participe à ce qui se fait au niveau régional. Je rappelle que dans la région, nous avons des élus, une des seules régions, ou la seule région de France, où nous avons des élus écologistes qui participent aujourd'hui à l'exécutif de la région. Et donc il y a un vrai travail qui se met en place ici, comme vous dites, Michel, tous ces gens sont très gentils, mais c'est vrai qu'on cherche quelquefois comment on va pouvoir militer. Alors nous on essaye modestement, dans l'intérêt général, de recréer ou de créer des groupes de travail autour des thèmes de l'écologie avec les partis politiques. Et souvent, dans certaines réunions, on voit beaucoup de gens qui sont pour l'écologie mais qui n'osent pas venir militer. Donc je vous invite à rejoindre les différents groupes qui existent dans le secteur, dans la région, sur les bassins de taux. Et un gros travail se met en place aujourd'hui. Les commissions thématiques ont été relancées il y a quelques semaines. Vous pouvez venir, vous serez accueillis. On attend tout le monde, tous les gens de bonne volonté qui viennent nous aider pour l'écologie dans la région. Merci. Très bien, merci. On va clore ce quatrième éco-dialogue. Merci à toi, Michel. Je crois que tu nous as démontré que toi aussi, tu es 3D. En fait, tu es une députée qui dézingue, il est dégueulasse, quoi. Voilà. Merci en tout cas, tu as été une formidable volonté et une très belle énergie, et puis plein d'années maintenant d'expérience. C'était tout à fait riche de le partager. On n'a même pas parlé de nucléaire, tu te rends compte? Ça, c'est quand même extraordinaire. Mais bon, il se débrouille tout seul pour qu'il y ait... faut mourir de sa belle mort. Voilà. Avant qu'il nous tue. Enfin. Merci à tous. Je pense qu'on peut applaudir tout le travail que fait Michel.